Et donc là, je suis avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji, gynécologue à Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de revenir. Merci, l'air Texidier. Alors le sujet, on l'a annoncé, ce sont les fausses couches à répétition. C'est carrément considéré par les spécialistes comme étant une maladie, c'est bien ça? Tout à fait. Parce que c'est un drame psychologique pour la dame. La dame, ce qui lui importe, c'est d'avoir un take-home baby, c'est un enfant, c'est pas de tomber enceinte. Et donc, quand elle fait 2 ou 3 fausses couches, c'est vraiment très problématique pour elle. Alors vous, les spécialistes, à quel moment vous qualifiez cette fausse couche de pathologique? Alors, déjà, il y a plusieurs fausses couches. Il y a la première fausse couche. Les fausses couches sont très fréquentes. 50% des grossesses tombent spontanément, avant même qu'elle sache qu'elle est enceinte. Okay. Dans toutes ces fausses couches, il y a dans 10% des cas, je dirais, la femme qui fait une fausse couche spontanée. Elle avorte, c'est quelque chose souvent lié à des causes chromosomiques, des aberrations, et le bon Dieu les élimine dès le départ. On parle de fausses couches de maladies abortives ou de fausses couches à répétition à partir de 3 fausses couches spontanées d'emblée consécutives sans grossesse à terme entre les deux. Donc c'est 3. Il ne faut pas s'inquiéter dès la première, il ne faut pas s'inquiéter. On peut 3 consécutives 3 consécutives sans grossesse entre les deux. Okay. On peut commencer à s'inquiéter au bout de la deuxième s'il y a des antécédents particuliers, s'il y a un terrain particulier, mais sinon on considère la maladie abortive à partir de 3 fausses couches consécutives. Ok, alors justement, est-ce qu'il y a beaucoup de couples qui sont touchés par ça? Je parle de couples, je préfère parler de couples et non pas de femmes, parce que c'est quelque chose qui va être vécu normalement par les deux, le mari et l'épouse. C'est pour ça que je parle de couple et non pas de patiente. Oui. Il faut savoir, pour proposer à la patiente, enfin au couple, donc une stratégie pour comprendre, il faut que nous-mêmes, médecins, comprennent la cause. Oui, on va parler des causes, mais est-ce que beaucoup de couples sont touchés par ça? Oui, je vous dis, c'est un drame parce qu'elle a peur. Je connaissais une patiente qui avait même peur de retomber enceinte parce qu'elle avait fait 3-4 fausses couches et donc elle n'avait pas envie que ça se retermine encore par une fausse couche. Au contraire, non, il faut chercher la cause pour essayer de proposer un traitement. Voilà, mais l'épidémiologie justement, est-ce que peut-être qu'il n'y a pas de chiffres? Non, il n'y a pas de chiffre exact, mais je veux dire, c'est pas je vous dis, la fausse couche précoce, normale, isolée et très fréquente. Presque une grossesse sur 10 clinique. 50% quand même des grossesses infracliniques, non connues. Mais là, ça touche, je dirais, 1 à 2% des couples qui ont cette fréquence de fausses couches, de maladies abortives, de fausses couches chroniques, de fausses couches spontanées répétées. Est-ce que c'est surtout pour la première grossesse? Non, ça peut toucher à partir de 3 grossesses. On peut pas. La première grossesse, Non, ce que je veux dire, c'est première recherche de bébé. Oui, oui. C'est-à-dire le couple vient de se marier, oui. Est-ce que ça concerne plus le couple? Non, non, non. Ou bien on peut avoir déjà un enfant et ensuite développer cette problématique? Tout à fait. Maintenant, il faut savoir quelles sont les causes des fausses couches précoces. Quand c'est la première fois, c'est à 60-70% une cause chromosomique, une aberration. Et donc, CDRB l'élimine dès le début, heureusement. Maintenant, une fausse couche précoce peut également être une maladie qu'on va le découvrir par la suite. Absolument. Donc la femme fait une deuxième fausse couche, on peut se dire encore pourquoi. C'est à partir de la 3e fausse couche qu'on va rechercher les causes. Et donc vous ne faites pas d'investigation dès le départ? La première et à la deuxième, non. Sauf si par exemple je sais qu'elle a une maladie chronique, qu'elle a un lupus, qu'elle a un diabète. Éventuellement, je peux chercher une cause à ce moment-là pour la traiter. Mais un couple qui est nouvellement marié, a priori non, je ne ferai pas. J'essaierai de la rassurer. Je lui dirai de retomber enceinte rapidement. D'accord. Rapidement, combien de temps après? S'il n'y a pas de curetage, au bout de 2 mois, 3 mois. L'essentiel par contre, c'est de corriger un éventuel déficit en vitamine B9 et un éventuel déficit en fer. Éventuellement, c'est tout. Il n'y a pas de... Et donc là, on va commencer les investigations. Oui. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Un bon interrogatoire. Savoir de quoi elle se plaint. Comment est-ce qu'elle a fait sa fausse couche? Premièrement, est-ce que c'est une fausse couche précoce, moins de 3 mois, ou est-ce que c'est une fausse couche tardive, parce que les causes ne sont pas les mêmes. Fausse couche précoce, donc je ne fais rien. Si elle a refait, je vais chercher de quoi elle se plaint. Est-ce qu'elle est diabétique? Est-ce qu'elle n'a pas une hypothyroïdie? Est-ce qu'elle n'a pas un problème de maladie de système? Disons, il y a plusieurs grandes causes. Il y a les causes inflammatoires. De maladies de système. Il y a les causes de... Ce sont des maladies qui vont se déclencher pendant la grossesse? Non, 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 c'est des maladies qui sont connues. Connues, mais justement, la prise en charge se fait en amont, non? Tout à fait, mais c'est une cause de fausse couche. Okay. Grosso modo, il y a plusieurs, je dirais, tirées de causes. Il y a les causes
immunologique, c'est un problème d'immunologie, donc le placenta se forme mal et les vaisseaux sont mal vascularisés. Et c'est pour ça que cette grossesse s'arrête. Ça peut être des causes de ce qu'on appelle de l'hémostase, encore une fois, c'est la coagulation du sang, pour des problèmes particuliers, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais justement, donc les petits vaisseaux qui nourrissent ce trophoblaste, ce bébé qui va grandir, enfin ce placenta qui va nourrir, eh bien il se bouche et donc ça s'arrête. Il y a ce qu'on appelle un syndrome des antiphospholipides, c'est des anticorps qui justement aussi entraînent un problème d'hémostase. Il y a des problèmes infectieux qui peuvent donner ça. Il y a des problèmes utérins. Des fois, il peut y avoir une malformation utérine, une cloison, un polype ou quelque chose qui va gêner cette implantation. Encore une fois, il peut y avoir des causes génétiques ou géniques, chromosomiques. Des fois, des parents peuvent être porteurs d'une anomalie chromosomique sans qu'ils le sachent, elle est équilibrée, ou bien tout simplement une anomalie d'un gène. Okay. Et donc ça va donner la première fausse couche, on va négliger, c'est pas grave, ça va donner la deuxième, encore une fois on va négliger, et à la troisième, non, il y a un problème, il faut explorer. Mais ces investigations quand même sont chères. Ce que je vous dis, il y a des milliers de causes. De causes, tout à fait. Est-ce que par exemple, quand les causes sont déterminées, oui, quand on a la chance de déterminer les causes, forcément on a la solution? Il n'y a pas toujours une solution. Quand c'est une anomalie génétique, éventuellement, ça ne se fait pas au Maroc, mais il y a ce qu'on appelle des dépistages anténatals, du diagnostic prénatal. Ça nécessite de la fécondation in vitro. On va aller étudier, on sait que dans telle famille, il y a des problèmes de maladies liées à l'X, par exemple. Il y a un chromosome X qui est défectueux. Donc toutes les filles, tous les garçons de cette lignée sont morts, sont pas nés. Eh ben, on va aller chercher à ce moment-là, on va faire une fécondation in vitro, on va analyser. Ok, mais donc vous dites ça ne se fait pas chez nous? Ça ne se fait pas chez nous, c'est du dépistage prénatal, du dépistage diagnostic prénatal. Maintenant, par exemple, il y a des causes d'une malformation utérine. Eh bien, on peut aller réséquer une cloison qui donnait ces fausses couches. Mais ces fausses couches, elles donnent plutôt des fausses couches tardives. D'accord. Il peut y avoir un syndrome des antiphospholipides. Dans ce syndrome des antiphospholipides, c'est des anticorps qui vont empêcher la bonne vascularisation du placenta. On va donner éventuellement de l'aspirine ou des fluidifiants du sang qui vont permettre d'espérer, parce que ce n'est pas des résultats garantis, mais d'espérer. Donc ça reste quand même des grossesses difficiles. Tout à fait. Quand on est inscrit dans la pathologie abortive, ça donne, s'il y a grossesse, ça donne des grossesses difficiles. Tout à fait. Mais ça donne quand même des grossesses. Et donc je veux retenir le mot espoir. Absolument. Il y a des traitements. Pas toujours, mais la plupart du temps, on arrive à trouver une solution. On a essayé beaucoup de médicaments, ce qui donne des fois des résultats. Je vous dis l'aspirine, mais ce n'est pas une prescription courante et c'est un médecin qui doit la faire, un spécialiste qui doit la faire. Alors, une fois que ces causes sont déterminées, que la prise en charge a été efficace pour faire aboutir une première grossesse, quand une deuxième grossesse est désirée, est-ce qu'il faut une forme de prévention, une prise en charge spécifique? Non, si on connaît la cause et qu'on a pu traiter la cause, eh ben s'il y a une cloison utérine par exemple qui donne une mauvaise vascularisation, eh ben le fait de traiter cette cloison va permettre de poursuivre la première grossesse et les autres de manière normale. Si on sait que c'est un syndrome des antiphospholipides, ça donne pas mal de résultats avec des fluidifiants du sang, mais qu'il faut prendre à partir du 3e jusqu'au 9e mois. D'accord. D'accord, ça donne d'assez bons résultats. Il n'y a pas de conséquences sur le développement du bébé d'une manière ou d'une autre? A priori, non. Si c'est un diabète, on va l'équilibrer. Tout à fait. C'est important d'équilibrer. Si c'est un lupus ou si c'est une maladie de système, on va essayer de la refroidir, enfin, de lui conseiller de tomber enceinte une fois la maladie refroidie. C'est aussi important de passer ce message, docteur Taagi, lorsque la maman a une maladie chronique, de bien programmer sa grossesse. Tout à fait. Et de bien préparer le terrain avec son médecin traitant. Tout à fait. Par exemple, le diabète. Souvent, la femme ne sait pas qu'elle est diabétique. Oui. Et le diabète, avant la grossesse, va carrément déséquilibrer, va augmenter le risque d'anomalie chromosomique et donc donner des fausses couches, tout simplement. Parce qu'elle a un diabète déséquilibré dès le début. Non, il faut voir avec son médecin traitant, en collaboration avec le gynécologue, pour programmer cette grossesse et avoir moins de risques. Est-ce qu'il arrive qu'on ne trouve pas de solution, docteur Taagi? Tout à fait. Tout à fait. Il y arrive, c'est possible. C'est possible, c'est comme la stérilité. On ne peut pas tout faire, c'est le bon Dieu qui décide. Est-ce que nous, on n'est que des intermédiaires? On essaye de trouver des solutions, à les proposer, mais encore une fois, je reviens sur le mot espoir.
Il y a de l'espoir quand même, il ne faut pas négliger cela. Alors on va peut-être conclure sur le volet psychologique qui est très important. Ces couples, moi j'ai l'espoir de parler de couples et non pas de femmes, même si je sais que ce sont plutôt les femmes qui le vivent, qui sont le plus touchées, qui le vivent dans leur chair. Ces couples, comment vous les rencontrez, sont dans quel état et comment vous discutez? Ils sont souvent déprimés, la femme surtout. Des fois, on a la chance d'avoir un mari qui est avec elle et l'accompagnant pour justement essayer de dédramatiser. Les hommes sont moins expressifs. Il le sait, mais il est plus rationnel. Et si on ne peut pas avoir d'enfant, tant pis. Mais encore une fois, moi je dirais, c'est comme pour la fécondation in vitro. Il faut faire des essais, des essais, des essais. Et ça, la persévérance paye. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut essayer de trouver une cause, les rassurer. Si on trouve une cause, on peut donner un traitement symptomatique, on peut donner le traitement, mais encore une fois, la psychologie, il faut les rassurer et leur donner espoir, de telle manière à ce que ça puisse marcher un jour. Alors nous avons beaucoup parlé des causes qui concernent la femme, mais il y a aussi des causes qui concernent, entre autres, l'homme, absolument. Les études sont assez controversées, enfin c'est pas de premier abord. On sait que par exemple, un homme qui est âgé de plus de 45 ans, eh ben, il va y avoir une diminution de la fertilité de ses spermatozoïdes. Tout à fait. Mais le problème de la fertilité, si c'est un bébé qui est anormal, eh ben, ça va donner donc des aberrations chromosomiques et donc ça va donner aussi une fausse couche. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui reste à la marge. Parce que dans les maladies abortives, justement, quand vous répétez comme ça des fausses couches souvent, la part des causes génétiques, elle reste beaucoup plus rare, elle est de 10-20%. Et je vous dis, a priori, non, a priori, ça ne va pas se répéter a priori, si c'est juste un spermatozoïde qui ne marche pas. Par contre, un message que je veux passer, c'est important, le bilan est cher, mais c'est important, par exemple, dans des maladies abortives, de faire tout ce bilan, notamment un karyotype, pour rechercher est-ce qu'il n'y a pas déjà justement des malformations. Un karyotype, c'est l'analyse chromosomique des chromosomes des parents, de telle manière à voir est-ce qu'il n'y a pas déjà une anomalie chez ses parents. Absolument. Voilà. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dr Hicham Ben Abbas Taharji, gynécologue sur Casablanca. C'est un plaisir de discuter avec vous et merci pour cet éclairage. Merci de votre Je rappelle que nous avons parlé de stress pendant une grande partie de l'émission et comment le dépasser, ce fameux stress qui peut nous ronger de l'intérieur. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site medientv.com. Très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Un grand merci à toute l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation et la diffusion de cette émission à Tanger et à Rabat. À bientôt.